Merci. Moi, je suis très intéressé et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit depuis le début. Pour autant, j'ai l'impression d'être un peu dans une planète un peu adjacente, puisque je représente le CIM, qui est l'école de jazz de musique actuelle de Paris. Et c'est vrai que votre propos m'intéresse beaucoup, puisque j'ai une formation classique étant jeune, que j'ai fini par atterrir dans le jazz avec le CIM. Je signale tout de suite que je ne suis pas professeur du tout, mais j'ai le même enthousiasme que notre présentateur du départ, et je suis à peu près dans la même mouvance, sauf que moi je suis à 10 ans de saxophone au lieu de 5, mais j'avais été clarinettiste quand même de conservatoire supérieur à une époque. Donc déjà le CIM, c'est une école professionnelle où on forme des musiciens, mais déjà cette distinction entre enfants et adultes m'a paru... Je l'ai rencontré effectivement au conservatoire du 18e, que je fréquente encore, puisque je fais un peu de musique de chambre chez eux. J'ai été surpris d'apprendre que quand ils étaient autant intéressés avec mon saxophone que ma clarinette pour faire de la musique de chambre, donc ça va un peu dans votre sens quand même. Mais c'est vrai que dans l'école du jazz, on ne sent pas cette distinction entre enfants et adultes. C'est une chose qui ne se pose pas et qu'on ne vit pas dans les termes que vous avez évoqués. Ça, c'est tout à fait certain. Et puis pour rester sur le sujet, mais là aussi je pourrais être très, très prolixe et longtemps, parce que moi-même j'ai été manager de sport et de haut niveau, et je fais une grande parenté entre la formation des musiciens et la formation des sportifs. Il y a des choses qui sont intéressantes, notamment du point de vue des adultes, c'est-à-dire que l'adulte, effectivement, il a peut-être peur de ne pas réussir, mais en sport et surtout de haut niveau, on apprend à se remettre en cause. En musique, on sait moins faire, me semble-t-il. Et quand on a appris à se remettre en cause dans le sport, parce que le sport, lui, il est plus brutal que le public en musique. Hein. Vous êtes éliminé, évacué plus vite et plus brutalement que lorsque vous n'obtenez pas des satisfactions. Donc moi, je suis revenu en musique à l'âge de la retraite. D'ailleurs, je joue plutôt le rôle de manager assistant que de... Pas du tout professeur d'ailleurs, mais je continue à jouer. Et je voulais dire qu'il y a des approches qui sont intéressantes. Alors, avec la contrepartie, effectivement, c'est que dans le sport, on a des approches psychoréflexes qui sont un petit peu brutales à remettre en cause quand on fait de la musique, puisqu'en musique, la relaxation, il faut se concentrer sur la relaxation, alors que dans le sport, il faut se concentrer sur la percussion et l'effort. Alors, je ne vais pas trop développer, mais je voulais dire que dans le jazz, on retrouve, alors, juste pour finir, parce que je pourrais en traiter plusieurs chapitres, ce qui est intéressant, ce qui m'a paru, c'est que dans la musique classique aujourd'hui, on retrouve des grandes parentés harmoniques entre le jazz et la musique classique. Et je sens que l'harmonisation, la richesse des harmonisations, ou disons ce qui me dépasse dans l'approche harmonique de la musique classique, on retrouve des parentés avec ce qu'on trouve dans l'harmonisation du jazz. Je ne vais pas aller plus avant, mais je voulais signaler ça. Merci. Oui, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que bon, c'est pas seulement la démarcation, la différence entre jazz et classique, c'est aussi la différence entre école d'État et école privée. C'est-à-dire que quand on a affaire à une école privée, évidemment, moi, mes enfants ont été inscrits avant, par exemple, avant d'aller au conservatoire de Cergy, notamment parce que j'habite à côté de Cergy, ils étaient inscrits dans une école privée où il y avait, là, évidemment, on s'inscrit, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, on paye et on est là. Et il y a quelque chose qui est avant tout comme une école de quartier, je dirais, ce n'est pas le cas du CIM, mais bon, on accueille, c'est l'école du quartier, on accueille des gens du quartier qui viennent, qui s'inscrivent. Il y a un brassage de quartier, je dirais, qui est social, qui est très bien. Je pense que ça dépasse, pour ce que j'en perçois, largement le clivage classique ou jazz. Parce qu'effectivement, dans les harmonies qui n'ont pas une vocation jazz particulièrement, on voit ça aussi s'installer très très bien, comme ça a été dit. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, c'est vrai que c'est intéressant. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est dédramatiser cette question-là, ça c'est clair. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que, voilà, oui, il y a une intervention. Avant de... Alors, Carmen, est-ce que Carmen... Donc il y avait une
double comparaison peut-être entre l'enseignement Paris-Province et la pratique amateur d'orchestre, comme vous disiez, l'harmonie municipale qui reste très prégnante dans toutes les petites villes de province française, petites, moyennes, grandes même. Et la double comparaison peut être même amplifiée, parce que le premier conservatoire où j'étais titularisée était en banlieue parisienne, à Montreux-Follen. Et Mathilde a pris la suite, donc la situation est encore connue. Et moi j'ai pu m'échapper en province, donc Beaugency c'est dans le Loiret, c'est une structure plus petite. C'est un petit conservatoire, donc c'est RC. Et c'est conservatoire à rayonnement communal. C'est le plus petit des conservatoires. Et effectivement, avec à peu près 3 fois moins d'élèves, je pense, que le conservatoire où j'étais à Montreux. Et donc la formation, enfin le conservatoire de Montreux est vraiment basé sur un système très académique, avec la plupart d'enfants qui sont guidés vers un enseignement qui vise à les mener soit dans un conservatoire de plus grande envergure qui se dirige vers la région, plus vers Paris ou les plus gros conservatoires autour de Paris, soit avoir peut-être un bagage amateur, mais ça concerne quand même très peu d'adultes. Et effectivement, l'enseignement que je dispense actuellement en province est orienté vers l'aspect historique de la région centre, qui s'est développé musicalement autour des orchestres d'harmonie, comme aussi beaucoup, je pense, l'Est et le Nord de la France, que Mathilde connaît bien. Et donc, effectivement, là, il y a encore une grande proportion d'adultes, puisque l'objectif de l'école est plus ou moins de donner un niveau supérieur pour se débrouiller avec son instrument, apprendre à continuer de progresser seul et pouvoir rejoindre les rangs de cet orchestre municipal qui assure toutes les activités de la ville. Donc, ma classe, c'est à peu près 1 tiers d'adultes, 2 tiers d'enfants, qui souhaitent tous rejoindre l'orchestre au bout du compte. Certains vont ensuite au conservatoire d'Orléans et ailleurs. Et voilà, donc le but est vraiment de donner une autonomie avant tout. À l'issue du 2e cycle, chaque élève a une volonté, enfin, ceux qui peuvent suivre, de pouvoir se débrouiller seul dans un orchestre. Et, puisque c'est vraiment la vie collective et le centre de l'enseignement. Alors, je ne sais pas si à Montreux, je ne connais pas vraiment en fait l'orchestre de jeunes et d'adultes. Je ne sais pas si les élèves vont continuer. Il y a une fanfare à Montreux, par exemple. Il y a quand même une pratique collective aussi à amateur. Oui, mais disons que les liens entre la fanfare et le conservatoire sont voilà, les liens entre la fanfare de la ville, enfin plutôt l'orchestre d'harmonie, ça s'appelle ça la fanfare, mais s'il y a du bois, c'est normalement un orchestre d'harmonie. Donc il y a quand même les liens ne sont pas toujours faciles avec la structure dans laquelle j'enseigne, mais moi là, disons que dans ma classe, si je n'avais pas d'adultes, j'aurais pas beaucoup d'heures de cours à dispenser. La plupart font partie de la fanfare et voilà, comme disait Carmen, ils veulent venir pour ensuite se débrouiller du mieux possible dans l'ensemble. Et puis voilà, donc ce que vous disiez aussi par rapport aux familles, puisque moi j'ai une mère et son fils qui sont dans ma classe. Donc c'est aussi tout un côté familial et les gens viennent aussi pour la bonne entente. On est dans un conservatoire qui quand même accepte bien les adultes. Et donc, voilà, c'est vrai que... ce que je peux ajouter. C'est intéressant. Moi, la question avant de passer la parole à d'autres personnes, c'est une fois que vous aurez consulté cet ouvrage, la question à se poser, c'est, peut-être que c'est à ça que vous posez la question en premier, c'est, ou à son professeur, quand vous l'aurez regardé, est-ce que le professeur peut vraiment utiliser ce livre en fait? C'est-à-dire, est-ce que quand on a affaire à un adulte normal, qui sait lire et qui sait se débrouiller, est-ce que c'est pas, je dirais, l'outil à donner à l'élève, débutant ou élémentaire, préparatoire, peu importe le niveau, et dire voilà, tu as là-dedans toutes les informations, vous avez toutes les informations, beaucoup d'informations. Et puis on va, à partir de là, je peux répondre à des questions et on peut faire de la musique, parce que c'est vrai que la proportion même d'exercice est très faible. Ce qu'on a à jouer
avec l'aide de la méthode. Ça n'est pas une méthode, en fait. Ça n'est pas du tout une méthode. C'est un document de base dont a besoin quelqu'un qui a un niveau voilà, adulte, qui a un niveau intellectuel de développement adulte, et qui peut trouver là, je dirais, pour se sortir de situations, ou pour être informé sur son instrument. Mais ensuite, je dirais que l'aide du professeur, ça n'est pas un outil pour apprendre à jouer seul. Si je peux me permettre, je pense qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture de ce livre. Je pense qu'un débutant, il lit, il comprend une chose, un professeur, il lit, il comprend autre chose. Moi-même, c'est un livre que j'ai dépouillé. Il y a quelques temps, j'ai lu un passage et j'ai remarqué des choses que je n'avais pas remarquées. Pourtant, tous les mots qui sont dedans ont été écrits par mes mains. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense vraiment que vous, en tant que professeur, c'est un peu comme les livres sacrés, hein, si on peut dire, en tant qu'érudit, vous arrivez à avoir des niveaux de renseignement, d'informations qui ne sont pas disponibles forcément à prime abord pour quelqu'un de débutant. Effectivement, quelqu'un de débutant, par exemple, moi, j'avais une grosse question sur l'embouchure et ça m'a beaucoup aidé. Mais je suis sûr que les mêmes pages, vous le disiez, vous allez voir autre chose qui font référence, qui vous évoquent des expériences que vous avez vécues que moi je n'avais pas. Donc je pense que c'est un livre, effectivement vous avez raison, pour adultes, mais pour les professeurs, pour les élèves, tout. En tout cas, je pense que ce qui est intéressant, c'est vrai que quand on le lit, il y a des choses qui semblent tellement basiques, justement, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est le tellement basique. On ose à peine le dire, ça va, c'est pas la peine de le dire. Et ça, je reviens à cette idée que nous, on a un enseignement qui a tendance à échapper comme ça, à faire l'impasse sur des choses qui sont vraiment évidentes. Eh bien, non. Ça, c'est un livre qui parle du fait qu'il n'y a pas d'évidence. Tout est à le zéro de compréhension. Et finalement, ça permet de découvrir des petites étapes là au milieu. C'est pas mal, parce que notamment à propos de, justement, Yerza parle de l'embouchure, et des petites informations, moi je n'ai rien trouvé de, on va dire, de faux. Autant que je sois capable de définir ce qui serait juste et faux. En tout cas, moi qui n'ai pas du tout étudié, qui ne suis pas servi de cet ouvrage-là de A à Z, j'ai rien vu d'incompatible avec mon expérience. Et donc, ça veut dire, et de temps en temps, je me dis, bah oui, c'est quand même dit, c'est nommé. Et je pense que c'est intéressant, et là, peut-être que je vais revenir vers Clément, justement par rapport à une classe qui fonctionne déjà. Moi, je connaissais la classe de Saint-Étienne, qui était en fait, qui était tenue par Daniel Cochet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu Daniel Cochet, un garçon qui avait été élève de Daniel Defebvre aussi, dans les premières années, je crois, Daniel Defebvre. Ou non, les dernières années de l'enseignement, 60. Peu importe. En tout cas, qui a fait toute sa carrière à Saint-Étienne. Et donc une classe qui avait, bon, en fin de carrière, ça peut arriver, il y a peut-être beaucoup de choses à faire. En tout cas, il y a une vieille tradition du saxophone à Saint-Étienne. En tout cas, là-bas, c'était, comment s'appelle cette société sur laquelle tout fonctionnait à Saint-Étienne? Manu France, voilà, Manu France. Donc, il y avait son orchestre d'harmonie. Il y a comme une vieille tradition de musique de pratique amateur. Et pour le coup, je ne sais pas quel est le lien avec le conservatoire. Bonsoir. Donc, il s'agit du CRR de Saint-Étienne. Et alors, pour répondre à cette question-là, le lien avec les pratiques amateurs, je pense déjà il y a quelque chose de culturel. On a dit c'est une région qui tient, vous avez dit tout à l'heure, une région indépendante, etc. Et c'est vrai que du coup, c'était une ville ouvrière avec Manu France, c'était une ville minière, etc. On peut faire beaucoup de parallèles avec le Nord, par exemple, avec les sociétés d'instruments à vent et d'autres choses. Et le conservatoire, traditionnellement, c'était comme la culture de cette ville, c'était une ville où on travaillait. Et le conservatoire, c'est un endroit où on allait pour travailler. On savait que le conservatoire, c'était bien parce que c'est un endroit où on bossait et où on apprenait les choses, etc. etc. Et donc ça a beaucoup conditionné finalement le projet d'établissement tel qu'il existe aujourd'hui là-bas. Et après, la classe qui fonctionnait, alors Daniel Cochet, à la fin de sa carrière, il avait été accidenté, etc. Et la classe de saxophone, en fait, n'existait pratiquement plus. Il y avait 5 élèves quand je suis arrivé, sur une classe complète, c'est peu, dans une grande ville. Mais cette tradition, finalement, musicale a fait qu'en un an, la classe de saxophone s'est remplie
c'est rempli tout de suite, et maintenant on refuse, il y a trop d'élèves, quoi. Donc ça pose la question notamment de la place des adultes, comment on peut les garder au conservatoire alors qu'en accord avec la ville, etc., la mission première, celle qu'on attend de nous et celle pour laquelle ce service municipal finalement fonctionne, parce qu'il est perçu comme ça, en tout cas à la mairie, par un service municipal. Et donc on nous dit oui, il y a une priorité pour les enfants. Et c'est vrai, quand il y a des classes à aménager, etc., et qu'on a 10, 15 demandes pour faire du saxophone, c'est plus difficile d'accepter des élèves adultes. C'est pour ça que Jean-Yves Fourneau a parlé tout à l'heure des écoles de quartier et autre chose. Peut-être que c'est un héritage justement de ces sociétés musicales et des fonctionnements locaux et régionaux. Ce qui est assez développé à Saint-Étienne et dans les alentours, c'est justement un fonctionnement en réseau. Alors il y a des antennes du conservatoire, qui sont des écoles de quartier, qui sont des MJC, qui sont des choses comme ça. Il y a un réseau départemental des enseignements artistiques avec des partenariats qui existent entre le conservatoire et ces écoles-là, avec des systèmes de formation longue durée entre les profs du conservatoire et ces endroits-là. Donc nous, au conservatoire, on a vocation à accueillir les adultes. Moi j'ai peut-être 6 adultes encore dans ma classe, avec différents systèmes. Alors bon, ça je parle pour l'exemple, on en a eu d'autres tout à l'heure, mais les adultes peuvent être en cursus, c'est-à-dire qu'ils font du saxophone, ils font une discipline complémentaire, et ils font du solfège. Il y a du solfège pour les adultes, particulièrement, ils se retrouvent avec les autres. À Saint-Étienne, on dit du solfège. Et les adultes se retrouvent avec les enfants en pratique collective, ça leur plaît beaucoup. Ensuite, il y a des systèmes d'ateliers, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, alors on peut prendre les adultes en atelier collectif tant qu'il y a de la place. C'est écrit comme ça dans l'inscription, c'est-à-dire que les gens sont auditeurs et ils ont cours si on a le temps de leur donner cours. Et puis il y a un statut spécial aussi pour les étudiants de l'université, parce que Saint-Étienne est une ville universitaire et il y a des étudiants de passage pour 1 an, pour 2 ans, qui sont musiciens amateurs, qui sont étudiants en psychologie ou ailleurs, il y en a pas mal en médecine qui font de la musique. Et donc il y a un statut particulier pour ces gens-là qu'on va accueillir seulement pendant 1 an ou 2, donc ils ne vont pas s'investir pleinement dans un cursus. Et un dernier petit mot par rapport à la question sur le livre et quelle place finalement pour la lecture de ce type d'ouvrage-là dans nos pédagogies. Moi j'ai remarqué que les adultes que j'avais en cours étaient très très friands de littérature, et souvent c'est eux qui, de leur propre chef, apportent des bouquins pour savoir si c'est bien. Par exemple, on parlait de jazz, il y a les éditions Outre Mesure qui font beaucoup de choses, beaucoup de traités comme ça. Alors c'est un peu un traité de saxophone qu'on a avec le livre de Laritier. Et alors les adultes souvent, je sais pas, on peut faire un sondage, mais souvent ils arrivent en disant ouais, ça va pas du tout, j'ai des problèmes de rythme, j'ai pas de rythme. Donc ils viennent avec des traités de rythme, voilà, ça est-ce que c'est bien, est-ce qu'avec ça, ça va s'arranger, etc. Et c'est vrai qu'en jazz aussi, il y a des méthodes de saxophone qui existent, je sais pas, on peut citer les auteurs, peut-être celle de Michel Goldberg, avec peut-être 80 pages de préface, qui peuvent sembler délirantes avec plein de choses. Hein. On a un schéma pour l'improvisation de jazz, on a un schéma du cerveau avec les zones qui entrent en jeu pour réaliser une chose ou une autre, mais c'est vrai que d'expérience, ils adorent ça, et ils sont très moteurs finalement. Il y en a même qui m'ont comme ça présenté des livres que je ne connaissais pas. Donc peut-être que nous, notre rôle, c'est un petit peu de faire un relais entre ces littératures-là, la classe, et puis ce que nous on a comme expérience de pratique, et puis aussi entre l'enseignement qui se fait au conservatoire, entre toutes les écoles qu'il peut y avoir autour, et puis voilà, les harmonies, ce genre de choses. En tout cas, c'est la solution stéphanoise à l'élève.